Un courtisan entre dans la chambre du roi. Il était attendu 6 heures, 6 heures debout, immobile, dans un couloir où personne ne parle. Il a répété sa phrase toute la nuit. Chaque mot, chaque virgule, chaque inflexion de voix. Parce qu'à Versailles, quand on ouvre la bouche devant Louis XIV, on ne parle pas, on joue sa vie. Un seul pronom mal choisi et c'est terminé. Un noble l'a appris à ses dépens. Il a dit « vous » au roi. Pas une insulte, pas une menace, un pronom. Le lendemain, plus personne ne le saluait. En une semaine, il avait quitté Versailles pour toujours. Et ce n'était pas un accident, c'était le système. Un système où le volume de votre voix, la longueur de votre phrase, le moment exact où vous choisissiez de vous taire, tout était mesuré, noté, rapporté. Des règles que personne n'a jamais écrites, des codes que tout le monde devait connaître. Versailles n'était pas un palais où l'on conversait, c'était un endroit où chaque syllabe coûtait quelque chose, une fortune, un titre ou une vie entière passée dans le silence. Dites-moi d'où vous regardez la France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Ces histoires oubliées voyagent plus loin que les rois ne l'auraient jamais imaginé. Cette chaîne est pour les gens qui en ont fini avec l'histoire superficielle. Si c'est vous, abonnez-vous. J'ai passé des mois sur les mémoires de Saint-Simon, des centaines de pages où cet homme, qui a vécu 40 ans à Versailles, décrit avec une précision chirurgicale comment s'adresser au roi, qui avait le droit de parler, qui devait se taire, et ce qui arrivait à ceux qui se trompaient. J'ai récupéré ces témoignages avec les lettres de la princesse palatine, les correspondances de Madame de Sévigné, les carnets de Dangeau, et ce qui en sortent n'a rien à voir avec l'étiquette que les manuels vous enseignent. Les révérences, les préséances, le levier du roi, tout ça, c'est la vitrine. Les vraies règles, celles qui faisaient et défaisaient les carrières, c'étaient les règles de la parole, et elles n'ont jamais été imprimées dans aucun traité. Voici ce que j'ai trouvé. Le matin, dans la galerie des glaces, il ne se passe rien. C'est la première chose qui frappe quand on lit les témoignages. Des dizaines d'hommes et de des hommes et de femmes sont là, debout, habillés comme pour un bal, et ils attendent, certains depuis l'aube, certains depuis la veille. Ils ne parlent pas entre eux, ou alors si bas que les mémorialistes caractérisent un murmure continu, un bourdonnement de voix étouffée, comme dans une église avant la messe, et ils ne sont pas là pour parler au roi. Ils sont là pour avoir le droit d'être vus par lui. La différence est capitale. À Versailles, tout le monde n'avait pas accès à Louis XIV. Il existait un système que Saint-Simon décrit avec une minute presque obsessionnelle. Les entrées, pas les portes du château, les entrées dans l'intimité du roi. Et chaque niveau d'entrée ouvre un degré de proximité différent, un moment différent de la journée royale, un espace différent du palais. Les grandes entrées, les premières entrées, les entrées de la chambre, les entrées du cabinet. Chaque catégorie avait ses privilégiés. Les princes du sang entraient d'abord, puis les grands officiers de la couronne, puis les ducs et pairs, mais pas tous, et pas dans n'importe quel ordre. Venaient ensuite les secrétaires d'État, certains prélats, quelques favoris dont le statut n'appartenait à aucune catégorie officielle, mais que le roi avait choisi d'admettre. Et tout en bas, si loin du centre que c'en était presque symbolique, les courtisans ordinaires, ceux qui avaient le droit d'être dans la pièce, mais pas celui d'ouvrir la bouche. J'ai lu des lettres de courtisans qui précisent cette attente
avec une précision qui ne trompe pas. Ce n'est pas de la littérature, c'est de l'endurance. Ils notent l'heure exacte à laquelle ils sont arrivés. Ils comptent les personnes devant eux. Ils ont noté la température du couloir, l'état de leurs jambes, le bruit de leurs chaussures sur le marbre. Quand on passe des années avec ces textes, ce qui frappe, ce n'est pas la plainte. Ils ne se plaignent presque jamais. C'est la démission. Comme si attendre 6 heures pour apercevoir le roi 10 secondes était la chose la plus normale du monde. Et dans un sens, ça l'était. Le système des entrées n'était pas un caprice, c'était une architecture. Louis XIV l'a construit, ou plutôt, il l'a hérité et perfectionné, pour une raison très précise: transformer la proximité physique en monnaie politique. Plus vous étiez proche du roi, plus vous existeriez. Plus vous étiez loin, plus vous disparaissiez. Et la distance ne se mesurait pas en mètres, elle se mesurait en minutes. Pouvoir assister au lever du roi, ce moment où Louis XIV sortait de son lit devant un public trié sur le volet, c'était un privilège que des familles entières passaient des générations à obtenir. Le duc de Bouillon a négocié pendant 11 ans pour que son fils accède aux premières entrées. 11 ans de lettres, de requêtes, de faveurs rendues, de silence stratégique. Et quand le fils a enfin été admis, il n'a pas eu le droit de parler. Il a eu le droit d'être là, de regarder le roi enfiler sa chemise, c'est tout. Mais c'était déjà énorme. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur du roi, une Allemande franche et mordante qui n'a jamais tout à fait comprendre les codes français, écrit dans une de ses lettres quelque chose qui m'a arrêté la première fois que je l'ai lu. Elle disait, en substance, que les courtisans de Versailles passaient plus de temps à attendre le roi qu'à vivre leur propre vie. Et elle ajoute, avec cette ironie sèche qui la caractérise, que la plupart d'entre eux ne s'en rendent même plus compte. C'est ça, le premier niveau du système. Avant même de parler, il fallait mériter le silence. Il fallait prouver, par sa présence, par sa patience, par sa capacité à ne rien dire pendant des heures, qu'on était digne d'être entendu un jour. Le droit à la parole a commencé par le devoir de se rendre. Mais avant d'en arriver à ce qui se passait quand on franchissait cette ligne, quand on obtenait enfin le droit d'ouvrir la bouche devant le roi, il faut comprendre exactement ce qu'on attendait de vous. Parce que les mots que vous alliez prononcer n'étaient pas les vôtres. Ils ne l'avaient jamais été. On ne disait jamais « bonjour, sire ». Ça paraît simple, ça paraît évident même, pour quiconque a une vague idée de l'Ancien Régime. Mais ce que les manuels ne vous expliquent pas, c'est à quel point le code allait loin. Ce n'était pas une question de politesse, c'était une langue à part entière, avec sa grammaire, ses conjugaisons, ses pièges mortels, et ceux qui ne la maîtrisaient pas ne survivaient pas à Versailles. Première règle, on ne s'adressait jamais directement au roi. Jamaïs. On ne disait pas « voulez-vous », mais « Sa Majesté daigne-t-elle ». On ne disait pas « vous avez raison », mais « Sa Majesté a la bonté de ». Chaque phrase devait passer par la troisième personne, comme si le roi n'était pas en face de vous, mais quelque part au-dessus, dans un espace que votre voix ne pouvait atteindre qu'en ricochant. Saint-Simon note qu'un courtisan expérimenté pouvait tenir une conversation de 20 minutes avec Louis XIV sans jamais utiliser le mot « vous », pas une seule fois. Deuxième règle, on ne commençait jamais par « je ». Le « je » était une présomption. Vous n'étiez rien devant le roi, ou plutôt,
vous n'étiez que ce que le roi décidait que vous étiez. Commencer une phrase par « je » revenait à vous placer au centre. Et le centre, à Versailles, n'appartenait qu'à un seul homme. Il y avait aussi le volume. Trop fort, c'était une grossièreté, un manque de contrôle, une familiarité insupportable. Trop bas, c'était pire. Parler trop bas forçait le roi à se pencher vers vous, et forçait le roi à quoi que ce soit un affront que tout le monde remarquait et que personne ne pardonnait. Le bon volume, celui que les courtisans passaient des années à calibrer, était juste assez audible pour que le roi entende sans effort, et juste assez discret pour que les oreilles autour ne captent pas tout, parce que les oreilles autour captaient toujours tout. Et puis il y avait la durée. Parler trop longtemps, c'était une offense. Vous monopolisez le temps du roi, cette ressource que des centaines de personnes se disputaient chaque jour. Parler trop court, c'était un signe de mépris, ou pire, de peur. Et la peur, à Versailles, se sentait comme le sang dans l'eau. J'ai trouvé dans les correspondances de Madame de Sévigné un passage qui m'a frappé. Elle raconte à sa fille, avec ce mélange de légèreté et d'acuité qui fait sa marque, comment un jeune courtisan fraîchement arrivé à la cour a préparé sa première audience avec le roi. Il a consulté 3 personnes différentes sur la formulation exacte de sa requête. 3. Il a fait corriger sa phrase par un abbé, l'a répétée devant un miroir, puis l'a soumise à un ami plus âgé, qui la connaît par cœur, la cour, pas la phrase, et cet ami lui a dit de raccourcir. Toujours raccourcir, ce qui me trouble dans ce passage, ce n'est pas le protocole, c'est le carnet. Ce courtisan avait un carnet, Sévigné le mentionnait en passant, comme un détail sans importance, où il recopiait les formules qui avaient fonctionné devant le roi, les phrases exactes, les tournures qui avaient obtenu un sourire, un hochement de tête, un mot en retour. Il collectionnait les phrases comme d'autres collectionnaient les faveurs, et il n'était pas le seul. Mais le code verbal ne s'arrêtait pas aux mots. Il y avait le langage du regard. Quand Louis XIV vous regardiez, vous pouviez parler. Quand il détournait les yeux, même d'un degré, même une seconde, la conversation était terminée. Celui qui continuait commettait une faute que tout le monde voyait. Saint-Simon décrit des scènes où un courtisan, emporté par sa propre phrase, ne remarquait pas que le roi avait tourné la tête, et autour de lui, les visages se figeaient. Personne ne l'interrompait, personne ne lui faisait signer. On le laissait parler dans le vide, et on retenait l'erreur. Il y avait aussi les réponses. Quand le roi daignait répondre, ce même qui n'arrivait pas toujours, la réponse, elle était codée. Un « c'est bien » signifiait l'approbation. Un « je verrai » signifierait non. Mais un courtisan inexpérimenté pouvait confondre « je verrai » avec un « peut-être ». Il pouvait y voir un espoir. Il pouvait insister. Et insister après un « je verrai » était une erreur dont certains ne se sont jamais remis. Imaginez ça un instant. Vous vivez dans un monde où les mots n'ont pas le sens qu'ils semblent avoir, où « oui » peut vouloir dire « pas encore », où le silence vaut mieux que la meilleure phrase, et où la seule personne qui peut vous dire si vous avez bien parlé est celle à qui vous n'avez pas le droit de demander. Les courtisans de Versailles ne parlaient pas une langue, ils en parlaient 2. Le français ordinaire, celui de la vie, des lettres, des conversations privées, et le français du roi, cette construction artificielle, épurée, dangereuse, où chaque mot était un calcul et chaque silence une déclaration. Le roi regardait ailleurs, et la phrase restait en l'air,
suspendue, sans personne pour la rattraper. Il existait à Versailles des mots interdits, pas par décret, pas par loi, par quelque chose de plus puissant que n'importe quelle loi, la peur. Personne n'a jamais rédigé la liste, c'est ce qui la rendait si efficace. Les tabous de la cour ne figuraient dans aucun traité d'étiquette, aucun règlement officiel, aucun document signé du roi. Ils se transmettaient autrement, de mère en fille, de mentor à protéger, d'anciens courtisans à nouveau venus, dans un couloir à voix basse, avec cette urgence particulière qu'on réserve aux avertissements vitaux. Et si vous n'aviez personne pour vous prévenir, si vous arriviez à Versailles sans réseau, sans famille de cour, sans guide, vous appreniez par l'erreur, c'est-à-dire trop tard. Premier interdit, la mort. Louis XIV ne supportait pas le sujet. Saint-Simon le dit, Dangeau le confirme, la princesse palatine, dans une de ses lettres les plus acides, raconte qu'un courtisan a mentionné en passant la mort récente d'un prince étranger et que le roi a changé de sujet si brutalement que tout le monde dans la pièce a compris. On ne parlait pas de mort devant Louis XIV, ni de maladie grave, ni de vieillissement. Le roi, qui a régné jusqu'à 77 ans, qui a enterré son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, ne voulait pas entendre le mot. Et quand le roi ne voulait pas entendre un mot, ce mot cessait d'exister. J'ai longtemps cherché à comprendre si c'était de la superstition, de l'orgueil ou autre chose. Les sources ne tranchent pas. Ce que je peux dire, après des années avec ces textes, c'est que le silence autour de la mort n'était pas un caprice personnel du roi. C'était devenu une règle du système. Mentionner la mort, c'était rappeler que le pouvoir avait une fin. Et à Versailles, le pouvoir n'avait pas de fin. Pas officiellement. Deuxième interdit, les maîtresses. Pas toutes, pas toujours. Mais devant la reine, Marie-Thérèse d'Autriche, cette femme effacée que l'histoire a presque oubliée, on ne mentionnait jamais les favorites du roi. Tout le monde savait, tout le monde voyait Madame de Montespan traverser les appartements avec l'assurance d'une souveraine, mais personne ne prononçait son nom devant la reine légitime, et la reine, de son côté, faisait semblant de ne pas savoir. C'était un mensonge collectif si parfaitement orchestré que même les ambassadeurs étrangers, qui n'avaient aucune raison de jouer le jeu, finissaient par s'y plier. Troisième interdit, l'argent. On ne parlait pas d'argent devant le roi, jamais directement. Si vous aviez besoin d'une pension, d'une charge, d'un remboursement, et à Versailles, tout le monde avait besoin de quelque chose, votre requête devait passer par des intermédiaires, des formulations voilées, des métaphores si élaborées que le roi pouvait accorder sans avoir l'impression qu'on lui avait demandé. L'abbé de Choisy raconte dans ses mémoires qu'un courtisan particulièrement habile a obtenu une pension de 6000 livres sans jamais prononcer le mot argent, pas une fois en 3 audiences. Il a parlé de la bonté du roi, de la reconnaissance de sa famille, de bêtes à la situation que Sa Majesté connaît mieux que personne. Et le roi a compris. Le roi comprenait toujours. C'était le contrat tacite. Vous ne demandiez jamais clairement, et le roi ne refusait jamais ouvertement. Quatrième interdit, et celui-ci est plus subtil. On ne comparait jamais le roi, à personne, pas même à un empereur romain, pas même à Alexandre le Grand, parce que toute comparaison, aussi flatteuse soit-elle, impliquait un égal, et Louis XIV n'avait pas d'égal. L'appeler le nouveau César,
s'était suggéré qu'il y avait eu un premier César. Et le premier avait été assassiné. Les panégyristes officiels le savaient. Les poètes de cour le savaient. Quand Racine a écrit ses éloges du roi, il a pris soin de ne jamais comparer, seulement de décrire. Le roi n'était pas comme quelqu'un. Le roi était ce que les manuels appellent raffinement, ce que les documentaires télévisés présentent comme l'élégance de Versailles, c'était en réalité autre chose. C'était de la censure, pas imposée de l'extérieur, intériorisée. Les courtisans ne se taisaient pas par politesse, ils se taisaient par peur, et la peur était si profondément ancrée qu'elle ne ressemblait plus à de la peur, elle ressemblait à de l'instinct. Ces interdits ont créé quelque chose que certains historiens appellent le français de Versailles, une langue parallèle, un système de communication où rien ne se disait directement. Le plus troublant, ce qui me revient le plus troublant, ce qui me revient encore quand je relis ces correspondances, c'est que les courtisans connaissaient si bien ces interdits qu'ils ne jugeaient pas nécessaire de les noter. Pourquoi écrire ce que tout le monde sait par cœur depuis l'enfance? Pourquoi mettre sur papier des règles qui n'existent qu'à condition de n'être jamais formulées? C'est pour ça que les archives sont silencieuses sur ce point. Pas parce que les tabous n'existaient pas, parce qu'ils étaient trop évidents pour être écrits. Et c'est ça qui les rend si difficiles à reconstituer 3 siècles plus tard. On cherche des preuves d'un silence, et le silence, par définition, ne laisse pas de traces. Le roi mange. C'est le grand couvert, le dîner public de Louis XIV, une table dressée pour un seul homme, mais une pièce remplie de dizaines de regards, des courtisans debout, alignés le long des murs, des serviteurs qui se déplacent sans bruit, et au centre le roi, assis, seul, qui mâche lentement, méthodiquement, sans lever les yeux. Personne ne parle. Ce silence-là n'est pas un hasard. Ce n'est pas le silence d'un repas ordinaire, celui qu'on remplit par politesse ou qu'on laisse flotter par fatigue. C'est un silence construit, voulu, calibré. Et c'est peut-être l'arme la plus redoutable de tout le système de Versailles. Louis XIV parlait peu. Saint-Simon, qui l'a observé pendant des décennies avec l'œil d'un entomologiste devant un insecte rare, le dit clairement, le roi mesurait chaque mot. Pas par timidité, le roi n'était pas timide, pas par manque d'esprit. Ses contemporains lui reconnaissaient une intelligence vive, un sens de la répartie qu'il choisissait de ne presque jamais utiliser. Il parlait peu parce que le silence était son instrument. Ne pas répondre à un courtisan, c'était un châtiment. Répondre brièvement, un mot, 2, c'était un avertissement. Répondre longuement, avec attention, en regardant l'interlocuteur dans les yeux, c'était une faveur si publique et si éclatante que tout le monde dans la pièce la notait, la commentait, l'analysait dans les correspondances du soir. Le roi le savait, bien sûr qu'il le savait, et il jouait de cette conscience avec une précision que je n'appellerais pas de la cruauté. Le mot est trop simple, c'était du contrôle, ou peut-être que le contrôle, exercé assez longtemps, finit par devenir une forme de cruauté. La frontière entre les deux est plus mince qu'on ne le croit. Primi Visconti, un Italien qui a vécu à la cour et qui a laissé un témoignage d'autant plus précieux qu'il venait de l'extérieur, décrit une scène qui m'est restée. Un courtisan s'approche du roi pour lui présenter une requête. Le roi écoute, le courtisan parle. Bien, semble-t-il. Les formules sont correctes, le ton est juste, la durée est raisonnable. Et quand le courtisan termine, le roi dit « Je verrai ». 2 mots.
et le courtisan sourit. Il remercie. Il recule avec une révérence. Il pense avoir obtenu quelque chose. Mais autour de lui, les visages sont fermés, parce que tout le monde sait, sauf lui apparemment, que « je verrai » est un refus. Définitif, sans appel. Louis XIV ne disait jamais non. Le mot « non » était trop brutal pour la bouche d'un roi. Alors il disait « je verrai » et le dossier mourait dans un tiroir, quelque part, sans bruit, sans explication, sans date de décès. Saint-Simon recense d'autres formules. C'est bien, signifiait l'approbation, mais une approbation tiède, sans engagement. Je ne sais pas encore, pouvait signifier revenez ou n'en parlez plus jamais. Et la différence tenait à l'inflexion de la voix, à la direction du regard, à un mouvement de la main si subtil que seuls les vétérans de la cour le déchiffraient correctement. Et ceux qui se trompaient, ceux qui lisaient un espoir là où il n'y avait qu'une porte fermée, ceux-là insistaient, ils revenaient, ils redemandaient. Et chaque insistance aggravait leur cas, parce qu'à Versailles, ne pas comprendre un refus était pire que de le recevoir. Le silence du roi avait aussi une fonction plus large. Quand Louis XIV ne disait rien, quand il traversait la galerie des glaces sans adresser la parole à personne, quand il passait devant un courtisan sans le regarder, ce silence était un message que tout le monde recevait. Les ambassadeurs le notaient dans leurs dépêches. Les courtisans le commentaient dans leurs lettres. Madame de Sévigné, depuis Paris, recevait des rapports sur les silences du roi, comme d'autres recevaient des nouvelles de guerre. Et c'est là que le système atteint sa logique la plus implacable. Le roi ne contrôlait pas seulement ce que les courtisans disaient, il contrôlait ce qu'il disait lui-même. Chaque mot royal était une décision politique. Chaque silence était un acte de pouvoir. Louis XIV a compris très tôt, probablement dès la Fronde, quand il était enfant et que des nobles en armes ont failli renverser sa mère, que la parole est dangereuse, que les mots, une fois lâchés, échappent à celui qui les prononce, et que le seul moyen de garder le contrôle absolu, c'est de ne presque jamais parler. Versailles n'était pas un lieu de conversation, c'était un théâtre du silence, un espace où le pouvoir ne s'exprimait pas par ce qu'on disait, mais par ce qu'on retenait, où la phrase la plus puissante était celle qu'on ne prononçait pas, et où un seul homme avait le privilège de se taire sans que personne n'ose lui demander pourquoi. Le grand couvert se termine, le roi se lève, les courtisans s'écartent, et dans la pièce, le silence continue, non pas parce que le roi l'impose encore, mais parce que personne ne sait plus comment le rompre. Antonin Nompart de Caumont, duc de Lauzun, retenez ce nom, parce que cet homme a vécu l'une des chutes les plus spectaculaires de tout l'Ancien Régime, et elle a commencé par un geste qui valait 1000 mots. Lauzun était brillant, tout le monde le reconnaissait, même ses ennemis, et il en avait beaucoup, ambitieux, audacieux, doté d'un charme que Saint-Simon qualifie d'irrésistible, malgré une apparence physique médiocre. Il avait grimpé à une vitesse rare, capitaine des gardes du corps du roi, favori personnel de Louis XIV, si proche du pouvoir qu'il a failli, et c'est à peine croyable, épouser la grande mademoiselle, cousine germaine du roi, l'une des femmes les plus riches de France. Le mariage a été annoncé, puis annulé, sur pression de la cour, du clan Colbert, de Madame de Montespan. Et c'est là que tout bascule. Lauzun n'a pas accepté. Il n'a pas protesté avec des mots. Il était trop malin pour ça,
du moins au début, il a protesté avec un geste. Devant le roi, en pleine audience, il a tiré son épée et l'a brisée. Pas contre quelqu'un, contre son propre genou. Il a cassé la lame en déclarant qu'il ne servirait plus un maître qui ne tenait pas sa parole. Le silence qui a suivi, je donnerais beaucoup pour l'avoir entendu. Ce geste était l'équivalent d'un cri dans un monde où personne n'élevait la voix. Briser son épée devant le roi, c'était rompre le contrat fondamental de la cour. Je vous obéis, vous me protégez. C'était dire, sans prononcer la phrase, que le roi avait menti. Et à Versailles, accuser le roi de mensonge, même indirectement, même par un geste, même par le silence assourdissant d'une lame brisée, c'était signer sa propre disparition. Lauzun a été arrêté, enfermé à Pignerol, la même forteresse que le Masque de Fer. 10 ans dans une cellule, pour un geste de quelques secondes. Mais voici ce que la plupart des récits ne racontent pas. Lauzun n'est pas sorti brisé, il est sorti transformé. Quand il est revenu à Versailles, vieilli, amaigri, méconnaissable selon certains témoignages. Il n'a plus jamais commis la moindre erreur de protocole, plus un mot de travers, plus un geste déplacé, plus une inflexion de voix suspecte. Il avait appris la seule leçon que Versailles enseignait vraiment, se taire. Les sources ne s'accordent pas tout à fait sur les détails de la scène de l'épée. Saint-Simon la raconte d'une façon, Mademoiselle de Montpensier d'une autre. Certains historiens contestent même le geste de la lame brisée, suggérant qu'il a pu être un embellissement postérieur. Mais l'essentiel n'est pas le geste exact. L'essentiel, c'est que 3 siècles plus tard, tout le monde retient la même chose. Un seul éclat a suffi. Et Lauzun n'est pas un cas isolé. Le maréchal de Villeroy, un autre favori, un autre homme qui se croyait intouchable, a commis l'erreur inverse. Pas l'éclat, mais l'excès. Villeroy flattait, beaucoup, trop. Ses compliments au roi étaient si appuyés, si constants, si prévisibles que Louis XIV a fini par s'enlacer. Saint-Simon note, avec cette ironie sèche dont il a le secret, que Villeroy était le seul homme de France capable de fatiguer le roi à force de le complimenter. Et quand le roi se lasse, le roi se détourne. Et quand le roi se détourne, tout le monde suit. Villeroy n'a pas été emprisonné. Il a subi quelque chose de plus lent. Les invitations se sont espacées. Les sourires du roi se sont raréfiés. Les portes se sont fermées, pas d'un coup, mais une par une, comme des bougies qu'on souffle dans un couloir. Et un jour, sans qu'aucun ordre n'ait été donné, sans qu'aucun mot n'ait été prononcé, Villeroy n'était plus nulle part. Il existait encore à Versailles, mais il n'existait plus pour le roi. C'est ça, la vraie cruauté du système. La disgrâce n'avait pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'avait pas besoin d'une scène, d'un procès, d'une condamnation. Elle se faisait dans le silence, ce même silence dont le roi avait fait son arme. Un regard de moins, une réponse de moins, une porte de moins. Et le courtisan comprenait, ou parfois, c'est peut-être le pire, il ne comprenait pas. Il continuait à venir, à attendre, à espérer un mot qui ne viendrait plus. Saint-Simon décrit ces hommes-là avec une précision qui ressemble à de la pitié, des fantômes vivants qui hantaient les couloirs de Versailles sans que personne ne leur dise qu'ils étaient déjà morts. Et puis il y a tous les autres, ceux dont les noms n'ont survécu que parce qu'ils ont commis une erreur. Des courtisans mineurs, des nobles de province, des hommes et des femmes dont l'histoire n'aurait gardé aucune trace s'ils n'avaient pas un jour dit le mauvais mot au mauvais moment.
Dangeau en mentionne quelques-uns dans son journal. Une ligne, parfois deux, un nom, une faute, une conséquence, et puis plus rien. Le silence des archives, après le silence du roi. Lauzun, lui, a survécu. Il est revenu. Il a appris la langue du pouvoir, celle qui ne se parle qu'à voix basse et qui consiste, pour l'essentiel, à ne rien dire du tout. Il a vécu jusqu'à 90 ans. Et quand on lit les témoignages sur ses dernières années à la cour, ce qui frappe, c'est l'absence. L'absence de mots, l'absence de gestes, l'absence de tout ce qui avait fait de lui l'homme le plus flamboyant de Versailles. Il avait compris. Le prix de la parole était trop élevé. Le seul investissement sûr, c'était le silence.